Hello, c'est Jess et bienvenue sur mon podcast Pas après pas, un podcast qui parle de voyage autant intérieur à travers la spiritualité et la pleine conscience que du voyage dans le monde. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et mes questionnements autour du voyage et du monde qui nous entoure, ainsi que des interviews réalisées avec des personnes inspirantes qui ont traversé ma route. Si vous voulez me soutenir, je vous laisse liker et partager les épisodes qui vous touchent. Je vous dis à très vite et je vous laisse avec cet épisode. Hello, c'est Jess et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier qui va suivre une série de podcasts où j'invite des personnes à parler sur une thématique particulière. Et aujourd'hui, on retrouve Wayan, aka le baroudeur du dimanche sur les réseaux sociaux, que j'ai rencontré en ligne, pour être honnête, et qui a témoigné dans mon livre Les Ancres. Donc je vous laisse avec cet épisode qui va parler d'ancrage, de voyage et de sa vie plutôt atypique, un peu hors système. Donc bonne écoute. J'ai découvert sur les réseaux sociaux, j'avais découvert ton contenu et tout ce que tu crées, les valeurs, ce que tu partages, ça m'a vraiment parlé. Du coup, on avait commencé à parler par message et c'est à partir de là que je me suis dit, en fait, j'aimerais bien avoir ton témoignage dans Haut les Ancres, un voyage intérieur, donc le livre que j'ai publié il y a quelques mois. Et je me suis dit, mais en fait, il y a tellement plus à dire que, viens, on fait un épisode, quoi, de podcast. Déjà, est-ce que Ok, tu peux trop bien. Bah ouais, clairement. te présenter? Parce que en soi, tu fais plein de choses différentes et c'est toujours mieux que toi, tu te présentes avec tes propres mots. Ouais, bah écoute, je m'appelle Wayan, j'ai 28 ans, je suis originaire de Bretagne et j'ai bougé à mes 19 ans à Paris pour faire des études de comédien avant tout. Donc j'étais un peu paumé dans ma life et c'est vrai que le seul truc que j'avais découvert, on va dire en fin d'adolescence, qui me donnait un peu envie, c'était le théâtre. Donc je me suis dit, quitte à être paumé, autant essayer quelque chose et je suis parti faire ça à Paname. C'était assez compliqué. Je passais 5 années à Paris, vachement compliqué. Et j'ai fini par, après un espèce de burn-out et dépression, tout plaquer pour partir, avec l'idée de partir voyager. Et donc j'ai fait une saison d'hiver. Je suis parti voyager après ça. Et là, ça fait 3 ans que je voyage. J'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux il y a 2 ans environ. Et cette année, j'ai commencé la photographie, à mon plus grand bonheur. Et ça, c'est vrai que c'est chouette, la photographie animalière en particulier. Donc voilà, je pense que c'est assez bien résumé. Je suis un vagabond de 28 ans qui ne sait pas vraiment où il va, mais qui aime l'art et qui aime le partager. De toute façon, ça se ressent Voilà, dans voilà. ton contenu, enfin dans tes contenus, et même le nom de ton compte Instagram, c'est le baroudeur du dimanche, enfin ça en dit long aussi, quoi. Une personne qui a besoin Ouais, de c'est vrai. temps. Du coup, je voulais qu'on parle un peu plus d'ancrage, parce que le témoignage que tu avais donné à la base dans Les Ancres était centré dessus. Est-ce que là, tout de suite, tu pourrais, avec tes mots, donner, toi, ce que tu entends par ancrage? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bah écoute, en vrai c'est cool, j'ai adoré cette question parce que j'ai adoré aborder ce sujet-là et c'est des choses que j'avais déjà en tête mais qui m'ont le fait que tu me poses cette question et que je prenne le temps d'y réfléchir et de l'écrire et que je relise ça, Mm. et ben je me rends compte que j'ai pris une conscience de l'ancrage qui est plus importante maintenant et que du coup je sais pas, ouais, c'est plus fluide dans ma tête. Mais Mhm. et je me retrouve à avoir régulièrement maintenant des discussions un peu par rapport à ça que j'avais pas forcément avant. Et ça vient vraiment de l'échange qu'on a eu tous les deux, donc Trop c'est cool. bien. Mais ouais, pour moi, l'ancrage, c'est vraiment le fait d'être aligné, en fait, je pense que c'est ce que j'avais dit dans la réponse que je t'avais donnée, mais pour moi, l'ancrage peut avoir plusieurs mots. Les gens lui donnent comme plusieurs mots, le fait d'être aligné, le fait d'avoir le mojo, d'être à sa place, à la place où il devait être, ou d'être ancré. Je pense que tout ça, c'est un peu la même partie d'un tout. Mm. Où j'avais dit aussi un truc du genre l'ancrage, c'est l'inverse du doute. C'est Mm. l'inverse du doute. Quand tu doutes, tu es dans la peur, et c'est un peu comme si la route était dans le brouillard et tout est sinueux, alors que quand tu te sens bien dans tes baskets, quand tu te sens bien avec toi-même, quand tu te sens ancré dans l'instant, ancré dans le sol, ancré dans ton corps,
tout se met en place. Tout se met en place devant toi. C'est une ligne droite et parfaite. Et tu as juste à suivre le chemin et la vie, elle vient mettre les choses dont tu as besoin Mhm. bah, en face de toi. Ouais. Et, aussi, bah, je t'en avais parlé également, le côté, ma mère, toute ma vie, ma mère m'a dit d'être bien ancré dans le sol. Toute Mhm. ma vie, ma mère elle m'a toujours dit, sois bien ancré dans le sol, sois bien ancré dans la terre. Et c'est vrai que quand je me sens ancré dans la vie, je me sens aussi ancré dans le sol. Mhm. Je sais pas lequel, tu vois, c'est la poule et l'œuf, je sais pas lequel Ouais. joue sur l'eau, lequel, mais c'est Mhm. vrai que quand je me sens bien ancré dans la vie, que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance en la vie et que tout roule, et ben je me sens aussi, mon corps est droit, je me sens bien aligné dans le sol, et c'est chouette. Et j'ai réalisé ça aussi il y a quelques mois, je pense, ou peut-être un an, enfin bref, quand même assez récent, que j'ai vraiment cette sensation-là aussi, que quand je me sens ancrée, moi, c'est particulièrement dans mes pieds, où je me Ouais. sens vraiment mes pieds connectés au sol. Enfin, peu importe que je marche pieds nus ou avec mes chaussures, mais je sens que je suis stable sur mes pieds. Et quand je le Ouais. suis pas, justement, quand je suis dans plein d'anxiété, de doute, de peur, comme ce que tu as dit, enfin, je sens que je suis moins solide sur mes appuis, je tangue plus, je me prends des murs sans raison, enfin, des trucs tout cons comme ça. Mm. Mais c'est vrai que Carrément. ça se passe aussi par la sensation, enfin, physique, quoi. Mhm. Moi, j'ai jamais eu trop l'occasion de le voir, mais je sais que c'est un truc qu'on entend souvent dans les pratiques martiales, etc. C'est d'être solide sur ses appuis, d'être bien, d'être aligné avec son corps, aligné avec le sol. Mhm. Bah, ça te provoque, ça te procure un apaisement, un truc intérieur, un alignement intérieur aussi, en fait. Donc, Mhm. c'est clair que c'est lié. C'est carrément clair que c'est lié. Ouais. Et enfin, ça m'avait interloqué, je sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais que justement dans ton témoignage, du coup, tu parles de ta mère qui te disait d'être ancrée, parce que t'es la seule personne à avoir parlé de ses parents, et c'est vrai que, enfin moi, dans les personnes que je connais, dans mon entourage, mes connaissances, etc., qui se sont intéressées à l'ancrage, à la pleine conscience, etc., c'est vraiment quelque chose qui est venu d'eux-mêmes, quoi, parce que les parents, justement, n'étaient pas du tout dans cette dynamique. Donc j'aimerais bien, si t'es d'accord, que tu parles un peu plus bah, de d'où tu viens, quelles sont tes racines, dans quel environnement t'as grandi et la place bah, que ta mère, elle a eu dans tout ça. Bah, je viens d'une famille pas forcément comme les autres, hein. C'est clair que Mhm. c'est évident. C'est assez évident. Pour les présenter un petit peu, mon père a été intermittent du spectacle toute sa vie en tant que danseur de rue, notamment. Yeah. Donc, milieu très artistique, mais milieu très babos, même, j'ai envie de dire, mais très, très artistique. Les festivals de rue, il a beaucoup voyagé grâce aux festivals. Donc, très jeune, je suis parti en tournée avec lui, entouré de gens assez vachement ouverts, en fait, que des gens qui travaillent dans la culture, que des gens qui vivent sur des terrains en essayant d'être autonome. Même moi, j'ai vécu avec lui en caravane pendant plusieurs années. Pendant 3 ans, on a vécu en caravane sur le terrain d'une amie à lui, Mhm. sur lequel on était pas mal de gens en tiny house, en mobilhome, en caravane, à vivre chez elle, avec les jardins partagés, les trucs comme ça. Et du côté de ma mère, j'ai eu une belle-mère, parce que mes parents n'ont jamais vraiment vécu ensemble. Donc j'ai eu aussi deux beaux-parents qui étaient très différents de ce qu'on peut avoir l'habitude de rencontrer chez les parents de gens de nos âges. Et ma belle-mère était végétarienne, très bobo, un peu plus bobo pour le coup, mais vachement là-dedans aussi, quoi. Mhm. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'était vraiment comme ça. Et du côté de ma mère, c'était un niveau encore plus haut de différence, j'ai envie de dire, par rapport à la société telle qu'on la connaît. Et ma mère, elle était énergéticienne, danseuse pendant longtemps, puis énergéticienne, donc elle faisait des soins énergétiques. Mhm. Et en 2010, je crois, 2009-2010, un truc du genre, elle a commencé à partir au Pérou, dans la selva, dans la forêt d'Amazonie, pour apprendre le chamanisme. Ok. Et donc, elle a passé beaucoup de temps dans des centres avec des chamans locaux à apprendre. Et,
et elle y allait 2 à 3 fois par an environ pendant pas mal d'années. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller avec elle aussi en 2012. Et en fait, elle a acheté un terrain déjà plus jeune, vers mes 7 ans, on vivait dans une immense maison en campagne avec toute une partie dédiée aux soins. Et, euh, et du coup, il y avait beaucoup de passages en fait dans la maison aussi avec des gens qui sont branchés là-dessus. Donc vraiment pareil, un environnement de par ma mère, mon beau-père, mais leurs amis et les gens qui passaient complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans la société et que des gens un peu hors système. Et en fait, ensuite, elle a acheté un terrain sur lequel elle s'est mise à vivre entièrement. Donc là, un terrain sans eau et sans électricité, sur lequel elle travaillait, sur lequel elle donnait la médecine. Quand je dis la médecine, c'est des médecines avec les plantes d'Amérique du Sud, du coup. Et donc voilà, j'ai vraiment grandi avec une mère très connectée à la vie. Je me souviens, gamin, quand on rentrait dans la forêt, ma mère s'arrêtait pour dire bonjour aux pierres, pour parler aux arbres. Des fois, juste dans le silence, elle s'arrêtait, elle posait sa main et elle restait un moment connectée avec la nature, avec l'environnement dans lequel elle allait en rentrer, en fait. Et voilà, donc j'ai vraiment grandi là-dedans. Après, moi, je me suis vachement braqué face à ça, en fait, adolescent. Adolescent, je me suis vachement braqué face à ça parce que ma mère, elle venait me chercher à l'école, elle avait des plumes dans les cheveux, elle avait des bottes en péruviennes avec des bonnets péruviens, des grandes capes blanches. Mhm. C'était un peu la sorcière du village, quoi. Genre, et moi, je m'appelle Wayan Jabay Orphée Stefelman. On disait mon nom, j'étais déjà catégorisé comme le mec chelou. Quand on voyait ma mère, c'était encore pire. Et j'ai pas mal déménagé. Donc, quand je suis arrivé en campagne, un jour, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Et Ok. cette différence que j'avais, je l'ai un peu mise sur le dos de mes parents. Donc, je suis un peu rentré en confrontation avec ça. Ok. Je suis vachement rentré en confrontation avec ma mère. Je suis vachement rencontré en confrontation avec la réalité de ce qu'elle faisait. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était juste une espèce de sorcière un peu dingo? Est-ce que, euh, est-ce que elle avait raison ou est-ce que c'est la société qui avait raison? Est-ce que c'est pas hyper bien expliqué, mais je crois qu'on comprend quand même l'idée. Oui, oui, Et du coup, je suis rentré vachement en confrontation là-dessus pendant longtemps, en fait. Même en me déconnectant, en arrivant au lycée, tu t'appelles Wayan, les gens ils te disent plus, ah, t'es chelou, ils font, ouah, trop stylé. Je oui. disais, ma mère, elle était chamane, les gens faisaient, ouah, trop stylé. Et malgré ça, moi, intérieurement, j'avais toujours une part de moi qui était encore en confrontation avec ça. J'ai mis vraiment longtemps à en sortir, quoi. Encore aujourd'hui, c'est un peu mon boulot, quoi. Je suis encore en combat là-dessus. Est-ce que j'ai envie de vivre sur un terrain à cultiver mes légumes avec quelques bêtes au milieu de la nature, loin de tout, ou est-ce que j'ai envie d'une belle maison, d'une belle voiture, d'un boulot qui me rapporte plein d'argent, de belles fringues, etc., quoi. En Ouais. vrai, j'ai la réponse. Je sais ce que je veux, mais intérieurement, ça se bat encore un peu des fois. Ouais, c'est normal quand je pense juste, enfin, surtout à l'adolescence, qui est quand même une période charnière où on essaie de trouver notre place et du coup on est un peu, enfin, on est tous des moutons quoi, on essaie de se fondre dans la masse, donc forcément quand il y a des choses qui font que tu vas te distinguer un peu, bah ouais, enfin, je trouve ça normal d'entrer en confrontation, encore plus quand c'est ses parents. Dans tous les cas, c'est un peu un passage obligé. Toi, tu l'as vécu sûrement encore plus fort de par le fait que bah ouais, t'avais une famille pas si conventionnelle que ça, quoi. Je l'ai vécu dans le sens inverse que les autres gens, en fait. Mhm. La plupart des gens, comme tu disais, comme nous aujourd'hui, en 2026 de nos générations, ont des parents hyper ancrés dans la matrice, dans le système, dans la société, et du coup sont rentrés en confrontation avec leurs parents de l'autre façon. Mm. Ce sont eux ouverts à fond et ouverts à la sensibilité et à plein de choses, à plein de choses qu'on ne faisait pas avant, Mm. alors que moi j'étais un peu dans l'inverse. Je Ouais. voulais devenir normal quand mes parents, eux, étaient déjà des gens ouverts Mm. Ouais, c'était intéressant, c'est des expériences complètement différentes. Je me rappelle d'un post qui m'avait grave marqué que tu avais fait sur Instagram, enfin il y en a plusieurs qui me marquent, mais celui-là m'avait marqué aussi, où tu disais que pendant longtemps, tu pensais que tu étais une personne super sociable parce que justement, tu sortais beaucoup, tu avais beaucoup d'amis, tu faisais des soirées, etc. Et qu'en fait, tu réalisais tout juste que, en fait, non, que tu avais justement du mal à relationner avec les gens.
Et je trouve ça fou par rapport à l'enfance que tu as vécue où justement tu vivais dans des endroits avec, enfin en communauté en fait, tout simplement. Et du coup, Ouais, c'est vrai. je trouve ça intéressant qu'il y ait quand même ce truc-là de, au final, j'ai l'impression que je sais pas faire. En fait, c'est lié exactement avec ce dont je parlais juste avant. C'est que d'être entré en confrontation avec mes parents comme ça, et d'avoir été autant rejeté et autant classé comme le mec chelou, et ben, j'ai eu un besoin de reconnaissance énorme et Ouais. d'acceptation et de reconnaissance énorme. Alors là où on se travestit tous un petit peu quand on est adolescent pour plaire et pour rentrer dans le moule et pour être accepté, moi je pense que je l'ai fait beaucoup. Beaucoup de gens un peu chelous comme ça, finalement, ne se travestissent pas et restent les gens chelous toute leur Mhm. scolarité, tu vois. Ouais. Moi, quand j'étais au collège, j'étais vraiment le gars chelou. Je me faisais harceler à l'école, je me faisais victimiser, je me faisais taper dessus, je me suis battu des trentaines, quarantaines de fois, des fois contre plusieurs personnes. Des fois, on m'attendait à l'école, j'ai développé des phobies scolaires. C'était vraiment l'enfer. Et pourtant, au lycée, quelques années plus tard, j'étais la star de mon lycée. Du bal des terminales en fin d'année de lycée, la foule me portait, on m'a porté, la foule m'a porté, j'étais habillé en Mac, j'avais un gros dollar en or, des Ray-Ban, des cheveux plaqués en arrière, un gros cigare dans la bouche, avec un gros manteau de fourrure blanc, et la foule m'a soulevé, et tout le monde acclamait mon nom, et moi j'embrassais la foule sur mon dollar en or, quoi. J'étais une star. Waouh. Plusieurs années après, des Mm. gens qui sont arrivés au lycée en seconde, quand moi j'étais déjà parti du lycée depuis 2 ans, me connaissaient. Des fois Waouh. m'ajoutaient sur Instagram et m'envoyaient des messages. Oh, c'est toi, l'ours de break, l'homme à la fourrure. J'étais connu dans le lycée parce que je mettais des gros manteaux en fourrure. Incroyable. Donc c'est 2 ans après être quitté, être parti du lycée que j'ai réalisé à quel point j'étais une star sur cette période-là. Des Ok. fois, on venait me dire bonjour dans la rue. On venait me dire bonjour, on me voyait avec mon manteau de fourrure et les gens me disaient ah, c'est toi le mec au manteau de fourrure. Je dis ouais, ouais. C'est quand même lunaire, tu vois, de passer du mec victimisé par tout le monde à la star du lycée en 3 ans. Mm. Mais comme au final, ça dépendait pas de toi et de qui tu étais, mais en fait juste des autres et de leur perception, quoi. Bah non, ça dépendait entièrement de moi et de qui j'étais. C'est juste que du Ah coup, ouais? bah, j'ai complètement changé ma personne en fait. Ah Je me oui. suis complètement transformé, je me suis complètement travesti et j'ai créé une Ok. identité complètement fausse pour être accepté et pour plaire. Mm. Et du coup, c'est là que du coup, je disais que j'avais toujours été perçu comme quelqu'un d'hyper sociable, que tout le monde connaissait, qui parlait à tout le monde, qui était tout le temps avec des gens, tout le temps en mouvement, qui connaissait tout le monde et que tout le monde connaissait. Et du coup, ce truc-là, je l'ai gardé. Et quand j'arrive quelque part, je suis hyper sociable. Les Ouais. gens me voient comme quelqu'un d'hyper sociable. Et quand je dis que je suis pas sociable, on me regarde, on me fait, qu'est-ce que tu racontes? Et Ouais. je leur dis, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai juste pas souvent envie d'être sociable. Si j'ai envie d'être sociable, je suis très sociable. Mais j'ai plus envie d'être cette personne qui veut à tout prix Mm. attirer l'attention des gens pour se sentir exister. Et tout Ouais. ça, c'était juste un mal-être d'adolescent rejeté et pas moi. Et Oui. du coup, c'est un peu ça que j'ai déduit de toute cette réflexion vis-à-vis de moi, vis-à-vis de. En fait, à 28 ans, je me rends compte que je ne suis pas sociable. Ouais. Je sais être sociable, Mm. mais je ne le suis pas. Et Ouais. j'ai fait semblant de l'être quasiment toute ma vie. Et est-ce que c'est justement le voyage qui t'a permis d'avoir cette réflexion-là ou pas? Enfin, d'ailleurs, d'où le voyage? Pourquoi t'as décidé de partir, etc. À la base, parce que j'étais paumé et que je voulais faire un peu comme mes parents. Quand j'étais au lycée, justement, à cette époque-là de ma vie, j'avais aucune idée de quoi faire. Mon lycée, c'est sombre, hein, c'est très sombre. Je sais pas si je peux dire ça ici, mais gros décrochage scolaire, j'ai eu 4 au bac, j'avais aucune idée de quoi foutre, j'allais à peine en cours, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps éclaté. Ok. Et en fait, on me connaissait majoritairement pour ça aussi. C'est Mm. un peu ce qui m'avait rendu connu. C'est que plus je me défonçais la gueule, et plus on me reconnaissait. Ah, c'est le mec qui est tout le temps éclaté. Ah, c'est le mec qui se met trop cher. Ah, c'est le mec qui fait des comas. Et du coup, ça, c'était un peu venu de la même chose, ce désir d'acceptation. On voit que je plais.
en étant éclaté, alors je vais m'éclater encore plus. Mm. Résultat, j'étais complètement paumé, je savais pas quoi foutre de ma life. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire des études, alors je vais voyager. Je vais partir au Pérou. Après mon bac, je travaille 6 mois, je mets de côté, je pars au Pérou. Sur les pas de ma mère, tu vois. Et en fait, pas du tout. J'ai pas du tout travaillé. J'ai déprimé plus que tout. Et c'est là que je suis finalement parti à Paname. Ah oui, En ok. milieu d'année, je suis parti à Paname faire ça. Sauf que arrivé à Paname, j'en ai bien chié. C'était bien compliqué. Et en fait, les années se sont enchaînées. Il fallait finir les études que je faisais là-bas. Après, j'ai commencé à vouloir vivre du théâtre. Mm. Et en fait, il y avait ce sentiment que si je partais voyager à ce moment-là, si je partais maintenant, ce que j'avais accompli durant ces dernières années n'était pas encore suffisant pour que je puisse revenir rattraper ça. Ouais. Mm. Donc il fallait que j'attende d'avoir une base solide pour pouvoir partir et revenir. Ok. Et en fait, du coup, je me disais, si je pars maintenant, c'est un abandon, donc je peux pas partir, j'attends. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. C'est là que j'ai fait un gros burn-out après 3 ans de dépression et j'ai tout plaqué. J'avais un peu d'argent sur mon compte, j'avais plus d'appart, c'était la fin de la conception d'un projet artistique avec ma compagnie. Mm. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est la fenêtre, c'est maintenant ou jamais. Si j'ai Mm. envie de partir, c'est maintenant. Alors, paf, j'ai tout plaqué, et je suis parti en saison à la montagne. J'ai mis de côté, et après ça, je suis parti en voyage. Et donc, en fait, c'était un peu une bouée de secours, je pense. C'était un peu, je sais pas quoi faire de ma vie. J'ai le sentiment que je suis cassé et que j'aurais beau rester des années à Paris, à continuer d'essayer de faire ce que je fais, je suis trop cassé pour construire quelque chose de solide. Alors, je me suis dit que si je partais pendant quelques années, essayer de reconnecter avec moi, de reconnecter avec les valeurs qu'on m'a inculquées plus jeune et de me redécouvrir réellement, peut-être que après ça, je serais capable de construire quelque chose de plus stable que Mhm. maintenant. Un peu comme un investissement. Je me suis dit, si là, j'investis ces 3 prochaines années sur moi et mon bien-être intérieur, et que je veux refaire du théâtre dans 3 ans, et ben peut-être qu'en un an de théâtre dans 3 ans, j'arriverai à construire quelque chose de plus solide que si j'étais quand même resté à Paname pendant 4 ans en Mhm. plus. Et du coup, c'est là où t'es parti en Asie. Et non, là, je suis parti en Roumanie, Ah, en ok. stop. En fait, je suis parti, j'ai quitté Rennes avec un sac à dos, un réchaud, une tente. J'ai fait 8 000 kilomètres en stop. Je Ok. parlais pas un mot d'anglais. Je connaissais rien du voyage. Je n'avais jamais vu de contenu sur les réseaux sociaux qui parlait de voyage ou quoi. Je savais Mhm. pas ce que c'était les backpackers, je savais pas ce que c'était un hostel. Et je suis juste parti. J'ai fait 3 mois de bivouac à dormir dehors, tout en stop, Ah sans ouais, parler le moindre mot bivouac. anglais, mais vraiment rien, rien du tout. Ça, Ah, ok. je pense qu'on pouvait difficilement faire plus hardcore comme premier voyage. Mais c'était Et- incroyable. C'est le plus beau voyage que j'ai jamais fait. Je pense que j'en ferai jamais un plus beau. Wow. Bah, en même temps, c'est le premier. C'est dur, je pense, d'égaler le premier voyage que tu fais où tu découvres tout, en fait. Tout est nouveau. Ouais, puis j'avais pas les réseaux. Mm. Je faisais pas de contenu sur les réseaux. Tout était juste pour moi. Je faisais des stories, beaucoup de stories, mais c'était plus pour partager un peu et me sentir un peu moins crazy à être tout seul sur les routes tout le Mm. temps. Parce que je rencontrais aucun autre voyageur. J'allais pas dans les hostels, j'allais pas dans les grandes villes. Ouais. Je rencontrais que des locaux qui parlaient à peine anglais non plus, qui me baladaient en stop. J'ai eu très très peu d'expérience sociale en fait, finalement. Ouais. Enfin, pas très très peu, mais beaucoup moins qu'en Asie où tu es tout le temps avec du monde, tu as des backpackers tout le temps, partout. Ça n'avait vraiment rien à voir. J'étais tout le temps tout seul. Mhm. J'ai écrit 2 bouquins entiers, je crois, enfin 2 carnets entiers. J'écrivais tout le temps. J'étais tout le temps tout seul. À un moment, j'ai passé 5 jours sur une plage déserte, tout seul, sans quitter la plage, à être juste là, sous le soleil, dans ma tente, pendant 5 jours. Ah, C'était mais trop bien. complètement dingue. Ouais, je C'était pense qu'il y a beaucoup complètement de gens qui dingue. en rêveraient quand même, cette solitude-là qu'on trouve pas forcément ailleurs que quand tu pars en voyage. En plus, du coup, ouais, Ouais, t'es vraiment ouais. dans cette dynamique de... Moi, je parle de quête de soi, mais ouais, vraiment de reconstruction, de reconnexion, comme tu as dit. C'était un peu l'objectif Mm, du mm, mm. voyage. Ouais, carrément, ouais, c'est vrai. Et après la Roumanie, en fait, quand est-ce que tu es parti en Asie? Puis après, quand est-ce que tu as atterri en Australie? Enfin, comment ça s'est ficelé tout ça? En fait, j'ai fait ce premier voyage en Roumanie, enfin en Europe de l'Est, du coup, vu que j'étais Mm. tout en stop. Puis je suis rentré en France et en fait, j'ai pété les plombs, quoi. Je me suis dit,
mais en fait, qu'est-ce que je reviens faire? Qu'est-ce que je reviens faire là? Après ce que je viens de découvrir, c'est impossible. Je suis revenu et je suis retourné chez mon daron, chez mon père, et j'étais là, mais c'est pas possible. Je ne peux pas. Alors j'ai acheté un billet pour le Vietnam. Et pareil, je connaissais toujours pas l'existence des backpackers, du monde du voyage sur les réseaux sociaux, Mhm. de rien. Et je connaissais rien à l'Asie. J'ai juste dit, je veux aller au Vietnam. J'ai regardé à quoi ressemblait l'aéroport du Vietnam sur Google Maps. Mhm. Et j'y suis allé. All right. Je n'avais même pas booké d'hostel, d'auberge et tout, rien. Je savais même pas ce que c'était ces trucs-là. C'était lunaire, vraiment, c'était lunaire. Je me suis à peine préparé, j'avais vraiment pas du tout. J'ai juste un sac à dos avec quelques fringues et un sac de couchage et paf, je suis parti au Vietnam. Et en fait, j'ai rencontré des gens dans l'avion, même dans l'avion, et paf, ils m'ont brinque-ballé de site touristique en site touristique. Là, je rencontrais des backpackers partout, tous habillés pareil et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas du tout. Je savais pas du tout que ça existait. Et là, ça a été waouh, purée la vache. Mm. Alors, j'ai un peu kiffé, mais pas trop. Et du coup, au bout de Ouais. 3 semaines, j'ai acheté un hamac. Et là, j'ai commencé à traverser toute l'Asie en stop, quoi. Ouais, ça, bah, c'est à ce moment-là que je t'ai découvert, je crois, sur les réseaux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux, vraiment. Mm. Et en fait, c'est aussi là que j'ai rencontré, grâce à tous ces backpackers, beaucoup de gens qui revenaient d'Australie ou qui faisaient juste un petit voyage alors qu'ils vivaient en Australie. Et je me suis dit, ah, bah peut-être que plutôt que de rentrer en France, faire une saison pour pouvoir repartir, je pourrais partir faire de l'argent en Australie. Sauf que à la fin de ces 6 mois de voyage en Asie, j'ai eu des galères et mon visa n'était pas accepté parce que j'avais passé trop de temps dans des pays à risque de tuberculose. Ils m'ont fait faire des examens médicaux et en fait, j'avais plus de sous. J'avais vraiment plus de sous et j'ai pas pu attendre que mon visa soit accepté. Il me restait un truc comme 400 balles sur mon compte. Ah oui. J'étais coincé à Kuala Lumpur en Malaisie et j'ai le boss de mon ancienne saison de ski qui m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, écoute, je suis coincé en Asie, j'essaie d'aller en Australie, mais ça marche pas. Il me dit, si tu veux, j'ai du travail pour toi. J'ai acheté un billet pour la France, je suis direct allé là-bas, j'ai bossé pendant 3 mois et j'ai mis suffisamment de côté pour repartir. Et je suis reparti. Je suis repassé par l'Asie, mon visa pour l'Australie avait été accepté. J'ai Mm. fait 3 mois en Asie. J'ai traversé l'Indonésie en stop parce que je l'avais pas fait la première fois et j'avais grave des remords. Et voilà, je suis arrivé en Australie, quoi. Et C'est là, ça bien fait quand même. 15 mois, 16 mois que je suis en Australie. C'est fou comment au final tout s'est bien goupillé pour toi malgré les galères, que ton ancien patron te rappelle, que tu puisses repartir comme ça et profiter de la partie bah, de l'Indonésie que tu n'avais pas traversée. Enfin, c'est quand même dingue. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ah, puis ça tombait bien parce que, en fait, au même moment où où j'attendais mon visa pour l'Australie, j'ai reçu un mail de France Travail me disant que j'avais un trop perçu de 5 600 € Ouh, ça fait parce mal. que tout ce voyage de 6 mois, je l'avais fait avec mon chômage et ils m'ont cramé. Oh non. Donc Waouh. c'est vraiment tombé à point. Parce que du coup, t'as dû les rembourser, je Parce que suppose. bah ouais, je les rembourse encore tous les mois Oh, depuis waouh. 1 an et demi là. Mais du coup, sans l'Australie, je pense que j'aurais bien galéré. Mm. Alors le fait que ça tombe juste avant, au moment où je fais de l'argent en France et au moment où je pars pour continuer à en faire en Australie, ça Mm. c'est assez bien goupillé. Ouais. Parce que Mm. quand tu voyages et que t'as pas de rentrée d'argent et que tu dois en plus tous les mois payer presque l'équivalent d'un loyer pour Pôle emploi, c'est pas drôle. Ouais, non, c'est pas. On s'en rend pas compte, mais le voyage en soi, c'est pas si reposant que ça. Il y en a plein qui sont en mode oh, tu rentres de voyage, ça y est, tu dois être tout ressourcé, tout tranquille, etc. Mais en fait, être en voyage, c'est de la gestion de plein de choses, hein. Déjà de savoir où tu dors, ce que tu vas manger. C'est plus ciblé sur les besoins primaires, mais bon, tu dois aussi gérer ton budget, surtout si t'as pas de rentrée d'argent, etc. Enfin, c'est pas forcément si reposant au final, hein. Tu peux revenir d'un voyage et être quand même lessivé Ah et bah avoir ouais, besoin ouais, d'un c'est temps clair. de récup, quoi. Le Et, voyage, c'est lessivant. Alors que les vacances, c'est plus du repos, mais les oui. voyages, c'est lessivant. Je pense que personne ne rentre de voyage en étant reposé, hein. Tout le monde rentre lessivé. Ah mais oui, j'ai vraiment senti au bout d'un an que là, ça Ouais. y est, je pouvais faire des plans, réfléchir à bouger à d'autres endroits, faire d'autres choses, etc. Ça prend énormément d'énergie. Vous venez d'écouter un épisode de Pas après pas. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker et à le partager autour de vous. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram et les réseaux sociaux sous le pseudo Jessica-8DNF. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.